Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Voulez-vous que je vous révèle le secret des familles nombreuses ? Eh bien, c'est que les enfants participent tous aux tâches ménagères, chacun selon son âge évidemment et ses compétences. Mais imaginez un petit peu si ce n'était pas le cas. Ça voudrait dire qu'à chaque enfant, les tâches ménagères seraient démultipliées d'autant. Par exemple, avec 4 enfants, ça ferait pour les parents 4 chambres à ranger, 4 lits à faire, le linge de 4 personnes à laver, en plus à chaque fois du linge de la chambre des parents, 4 couverts supplémentaires à mettre et à débarrasser, des plats pour 4 personnes supplémentaires à préparer, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce que dans les familles moins nombreuses, les parents prennent absolument en charge, dans certaines familles, évidemment pas toutes, l'intégralité des tâches ménagères pour leurs enfants, mais s'ils n'en ont qu'un ou 2. Mais fort heureusement pour les familles nombreuses, les enfants sont bien loin d'être ces espèces d'incapables que l'on imagine parfois. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer 2 choses. Premièrement, le goût des enfants pour les tâches ménagères, surtout lorsqu'ils sont petits, je ne parle pas des ados, et deuxièmement, leurs compétences pour les tâches ménagères. Je vais vous expliquer ce premier point, pourquoi on sous-estime leur goût pour les tâches ménagères et pourquoi en fait il est bon de les faire participer à ces fameuses tâches ménagères en fonction évidemment de leur âge et de leurs compétences. On sait bien, on a l'habitude de dire que dès leur plus jeune âge, les enfants se passionnent pour les jeux d'imitation. Les jeux d'imitation, ce sont ces jeux qui imitent en fait les tâches ménagères. Les jeux de dinette, les sets de ménage ou de bricolage, un poupon dont il faut s'occuper. Je sais que quand j'étais petite, je traînais mon chariot de ménage absolument partout et je jouais à passer l'aspirateur et à épousseter. Et je pense que la raison, elle est toute simple, c'est que les enfants ne rêvent que d'une chose, tout faire comme papa et maman, faire comme les grands. Alors du coup, on leur fournit de la fausse vaisselle en plastique, de faux aspirateurs, de faux outils de bricolage, et ils sont bien obligés de s'en satisfaire. Mais avez-vous déjà essayé d'impliquer un tout jeune enfant dans la vraie préparation du vrai repas? Ou dans ce qui vous semble à vous être une corvée ménagère? Eh bien, si vous le faites, vous devriez rapidement voir les yeux de votre enfant s'illuminer. Parce que les enfants ont soif de réalité. Ils veulent absolument voir sous leurs yeux le résultat concret de leur travail. Et à l'âge où on a tendance peut-être à davantage leur donner une tablette pour s'occuper, je trouve qu'il est dommage de les priver de ce sentiment profond d'accomplissement. Il y a une vidéo qui m'avait fait beaucoup rire, je crois que c'était sur Facebook il y a déjà quelques années maintenant, dans laquelle un papa faisait l'essai de proposer à son bébé, au choix, un jouet ou un objet du quotidien. Il avait le bébé sur les genoux, il lui présentait à chaque fois, dans l'une de ses mains, un objet du quotidien, dans l'autre, un jouet.
Je précise que pour les besoins de l'expérience, le jouet n'était pas toujours dans la même main et l'objet du quotidien n'était pas toujours dans la même main. Eh bien, à chaque fois, le bébé choisissait l'objet réel. Vous retrouverez la vidéo dans l'article qui est associé à ce podcast. Vous verrez, c'est hilarant à regarder. Et je pense que cette vidéo, elle est vraiment révélatrice de quelque chose. C'est que l'enfant, dès son plus jeune âge, est attiré par ce qu'il nous voit faire, nous. Et il cherche à nous imiter, nous, y compris dans les tâches ménagères. Et par ailleurs, Maria Montessori avait déjà détecté chez les très jeunes enfants une période sensible de l'ordre, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire une période pendant laquelle les enfants étaient tout particulièrement sensibles à l'ordre. Et on peut même observer des bébés, dès qu'ils en sont physiquement capables, qui se mettent à ranger leurs jouets ou leurs affaires dans un panier. Ou alors qui alignent des objets les uns à côté des autres, bien alignés. Et les enfants, plus spécifiquement entre 2 et 4 ans, sont encore plus particulièrement sensibles à l'ordre. Et c'est vraiment le moment idéal pour commencer à les impliquer dans les tâches ménagères. Là encore, en tenant évidemment compte de leur âge. Alors, une fois que cette bonne habitude sera prise, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il suffira de continuer à les encourager. Mais le plus dur sera fait. Même si, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est sûr qu'à l'adolescence, il y a peut-être des choses qu'il faudra reprendre à zéro, parce qu'il y a un esprit de rébellion qui est assez naturel à cet âge-là et que tout est souvent remis en question. Mais là encore, pour avoir maintenant 2 ados chez nous, je peux vous dire que tout ce qui a été semé en amont pendant l'enfance, la petite enfance et la plus grande enfance, resserre pendant l'adolescence. On n'a pas à refaire tout le travail. C'est vrai que souvent on se plaint de ce que nos grands-enfants ne rangent jamais leurs affaires, ou ne soient pas serviables. Mais pour moi, le problème, il intervient beaucoup plus tôt. En fait, si on frustre leur envie, je dirais même leur besoin de ranger et de nettoyer quand ils sont petits, pourquoi est-ce que les enfants s'y mettraient plus tard, à un moment où leur intérêt a diminué pour ces choses-là? Moi, je pense au contraire, il faut répondre à leurs besoins jeunes, à l'âge où ils ont cette passion pour les tâches ménagères et que ça entretiendra chez eux l'envie de poursuivre un peu plus tard. On voit aujourd'hui certains jeunes qui restent de plus en plus longtemps et qui restent de plus en plus tard chez leurs parents. Alors parfois, c'est pour des raisons financières, mais aussi parfois parce qu'en fait, ils ne se sentent pas encore capables de gérer leur vie tout seuls. Vous savez, ce terme de adulting qu'on entend dans les gens de ma génération et un peu en dessous. Adulting, c'est apprendre à se comporter comme un adulte, en fait, apprendre à entretenir son intérieur, à déclarer ses impôts. Eh bien, combien de jeunes adultes aujourd'hui ont du mal à adulter? Je ne sais pas si le verbe existe vraiment en français, mais combien reviennent encore le week-end pour demander à maman de faire une lessive ou de repasser leur linge et repartent avec des Tupperware de repas préparés pour la semaine? Et je me rappellerai toujours de ce jour où j'étais en classe prépa avec 2 amis, on était en internat et ils avaient 19 ans, 2 amis qui m'ont appelée parce qu'ils essayaient de passer l'aspirateur dans leur chambre. En temps normal, il y avait des femmes de ménage qui passaient dans l'internat et qui faisaient le ménage chaque semaine dans les chambres. Mais là, l'un de ses amis avait coupé les cheveux de l'autre et donc il se retrouvait à devoir passer l'aspirateur avant le passage de la femme de ménage. Et ça ne marchait pas. Alors je leur ai demandé, vous l'avez bien branché l'aspirateur? Non, pourquoi ça se branche? Donc je leur ai expliqué comment on sortait le câble de l'aspirateur, parce que le câble est replié sur un aspirateur, il est enroulé à l'intérieur, et qu'il fallait le brancher. Et puis on raccroche. 30 secondes plus tard, nouveau coup de fil. Ça marche toujours pas en fait. Ok, vous avez fait quoi? Vous avez appuyé sur le bouton au moins? Quel bouton? Donc en fait, le bouton était tellement gros sur l'aspirateur, avec un gros symbole on-off, qu'il ne l'avait pas vu, qu'il ne l'avait pas trouvé, qu'il n'avait pas réussi à allumer l'aspirateur. Bon, autant vous dire que c'était sans commentaire. Mais la morale de cette histoire, c'est quand même que mieux vaut tard que jamais, parce que ces 2 amis ont réussi à passer l'aspirateur, que l'un de ces 2 jeunes hommes est depuis devenu mon mari, et qu'il participe aujourd'hui plus qu'efficacement à toutes les tâches ménagères de la maison. Donc il ne faut jamais désespérer.
Mais malgré tout, je pense qu'on peut s'y prendre un petit peu avant 19 ans. Et je suis convaincue qu'on rend par là un grand service aux enfants, parce qu'on leur apprend en même temps le sens des responsabilités. Alors par ailleurs, il y a bien sûr beaucoup d'avantages pour les parents à ce que les enfants mettent un petit peu la main à la pâte. Ça veut dire moins de fatigue parentale, un meilleur partage des tâches, et aussi de beaux moments familiaux pendant lesquels tout le monde se met à participer au rangement et au ménage dans la bonne humeur. La semaine dernière, je vous parlais de notre habitude du petit rangement quotidien. Eh ben, mettez un peu de musique, donnez des consignes claires à chaque enfant. Et il y a moyen que vous passiez un excellent moment tous ensemble, tout en rangeant la maison. Et on parle de plus en plus aujourd'hui de burn-out maternel ou de burn-out parental. Et je pense que la première étape pour éviter ce burn-out, c'est de renoncer au perfectionnisme, évidemment. Mais dans un second temps, de renoncer aussi à l'idée qu'il faudrait tout faire à la place de nos enfants. Si ça peut, à la limite, être tenable pour un enfant ou 2 enfants, et encore, j'en suis pas sûre, surtout avec une vie professionnelle à côté, je pense malgré tout que ça ne rend pas service aux enfants et que vous pouvez très très vite vous retrouver totalement submergé. Et par ailleurs, nos enfants sont souvent bien plus compétents que nous ne l'imaginons. Après tout, quel est votre premier réflexe quand vous voyez votre enfant qui a du mal à mettre ses chaussures? Si jamais vous avez un enfant suffisamment jeune pour avoir du mal à mettre ses chaussures. Le plus souvent, notre réflexe, c'est de lui mettre ses chaussures à sa place. Mais pourtant, s'il n'était pas particulièrement frustré et qu'il ne vous avait pas spécialement appelé à l'aide, en fait, le meilleur service à lui rendre, ce serait de le laisser s'entraîner tranquillement. Parce que, au fond, c'est comme ça que les enfants grandissent et s'épanouissent. Ils essaient de nouvelles choses, ils n'y arrivent pas au début, mais ils persévèrent. Et ça, c'est une vertu fondamentale, la persévérance. Et c'est comme ça qu'ils acquièrent de nouvelles compétences. Mais ça implique évidemment de commencer par ne pas trop aider nos enfants, ne pas trop les assister et ne pas les infantiliser. Maria Montessori disait, et c'est une phrase que j'aime beaucoup de sa part, « Toute aide inutile est une entrave au développement de l'enfant ». C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement inutile, elle se retrouve être contre-productive. Dans son livre L'enfant de Maria Montessori, elle donne un exemple que je trouve assez rigolo, où elle disait je vous cite le livre, hein. Une jeune américaine essayait de mettre ses idées en pratique, donc les idées de la pédagogie Montessori, hein, pour élever son enfant de 2 ans et demi. Elle le vit un jour qui transportait, sans raison, un broc plein d'eau de sa chambre dans le salon. Elle l'observa. Il était tendu par l'effort et se répétait continuellement à lui-même « Be careful », parce qu'évidemment c'est une américaine, ce qui veut dire « fais attention ». Le broc était lourd et au bout d'un instant, la maman ne put résister au désir d'aider le petit. Lui prenant le broc des mains, elle déposa celui-ci à l'endroit où l'enfant allait l'apporter. Vexé, il se mit à pleurer. Et la maman, désolée d'avoir peiné son enfant, se justifia auprès de lui en disant qu'elle connaissait, elle aussi, la nécessité qui le poussait. Elle avait seulement voulu exécuter rapidement ce qui lui causait une telle fatigue et lui faisait perdre tant de temps. Fin de la citation. Il nous est arrivé la même chose lorsque l'un de mes fils, qui était âgé de 2 ans, était chez ses grands-parents et on lui a donné un petit puzzle très simple avec des encastrements, vous savez, des petites pièces à remettre à la bonne place. Il avait à peine essayé 3 secondes de replacer les pièces dans leurs emplacements que ma belle-mère lui a pris une pièce des mains et lui a dit « Tiens, regarde, ça va là et ça va là ». Et au final, elle se retrouve à faire le puzzle à sa place. Et ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il s'en est immédiatement désintéressé. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'avait pas demandé d'aide. Et il n'était pas vraiment en difficulté. Il l'était un petit peu, évidemment, mais à un niveau qui ne le décourageait pas. Le puzzle était à un juste niveau de difficulté pour lui. C'était un défi à relever. Et donc, le mieux aurait été de le laisser complètement tranquille. Mais bon, heureusement, Maria Montessori nous déculpabilise énormément. Elle répète souvent, justement, dans ce livre de l'enfant, elle nous montre bien qu'elle comprend les réactions des adultes et qu'il faut faire preuve d'indulgence envers nous-mêmes là-dessus, tout en prenant conscience petit à petit que souvent, il vaut mieux se retenir d'agir. On peut
avant tout, évidemment, observer l'enfant. Ensuite, peut-être ne rien faire, si on voit qu'il est parfaitement capable de se débrouiller tout seul. Attendre de voir s'il demande de l'aide. Avec les tout petits, on peut leur apprendre, par exemple, le signe aide-moi. On met une main sous la main gauche sous le coude droit et puis on lève le coude droit avec la main gauche. C'est un peu littéralement donne-moi un coup de main. Ça fait partie donc des signes de langue des signes française qu'on peut utiliser avec des bébés. Si je sens vraiment que mon enfant est en difficulté, je peux lui demander s'il a besoin d'aide. Et puis, seulement dans des cas un peu plus marquants, par exemple si mon enfant tombe, je vais lui tendre la main pour l'aider. Mais je vais pas forcément le porter de force pour le relever. Vous voyez ? Et bien évidemment, s'il y a un problème de sécurité, si mon enfant va faire du mal à quelqu'un, abîmer un objet de son environnement, s'il y a un danger, quel qu'il soit, évidemment, là, on intervient tout de suite. Mais dans un cas où l'enfant est juste confronté à une petite difficulté, qu'il peut dépasser, on pense qu'il en est capable, on peut lui laisser un peu plus de temps et peut-être passer moins de temps à intervenir et plus de temps à observer nos enfants. Je suis sûre qu'ils seraient beaucoup plus autonomes et épanouis. Donc, vous voyez, même pour les tâches ménagères, je pense qu'il est important de les laisser s'entraîner et de les faire participer à nos tâches quotidiennes avec nous. En plus, il se trouve que c'est une façon de passer plus de temps ensemble et de passer même des bons moments ensemble. Parce que, au fond, aujourd'hui, ce dont les enfants souffrent le plus, sachant que le confort matériel est de manière générale bien supérieur à ce qu'il était il y a 50 ans, ce dont ils souffrent le plus, c'est plutôt de notre manque de temps et d'attention. Alors, il y a toujours des exceptions, bien sûr, et des enfants qui, malheureusement, aujourd'hui encore, manquent de l'essentiel, de nourriture, d'un abri sûr, d'une éducation, de tout un tas de choses. Pour la majorité d'entre eux, ce sont leurs besoins affectifs qui ne sont pas forcément satisfaits. Et moi, la première, nous sommes tellement pressés, submergés, surbookés, que nous ne laissons pas le temps à nos enfants de faire ce qu'ils s'efforcent de faire tout seuls. Et pourtant, c'est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la vie pratique Montessori. Fournir aux enfants une opportunité de s'entraîner sans pression et sans contrainte de temps, avec les plateaux, le matériel pédagogique Montessori. Et tous ces exercices de vie pratique, ça va les rendre plus autonomes et ça va aussi les aider à développer leur motricité fine et globale. Ça va les rendre encore plus maîtres d'eux-mêmes, encore plus compétents quelque part. Et cet entraînement, il se trouve que les enfants le font instinctivement, naturellement. Peut-être que vous avez déjà observé un enfant monter et descendre les escaliers, sans cesse, sans s'arrêter. Ou alors de transporter un bidon d'eau qui nous paraît trop lourd pour eux, à travers toute la maison. Comme ce petit enfant américain qui transportait une cruche d'eau. Eh bien, nos enfants s'entraînent, ils se musclent. Et ils pratiquent toutes ces tâches en les répétant pour mieux les maîtriser. Et au final, je vous ai mis la photo sur l'article associé à ce podcast, ça donne un enfant de 8 ans qui passe la tondeuse, qui demande de passer la tondeuse. Et nos enfants, si nous avons l'impression que peut-être leurs doigts sont encore un peu gourds et que leurs gestes sont maladroits, ce n'est pas une raison pour les empêcher d'essayer encore et encore, parce que c'est comme ça que leurs doigts vont devenir plus agiles et leurs gestes plus précis. Nous-mêmes, adultes, nous faisons exactement la même chose lorsque nous apprenons une nouvelle compétence. Je peux vous dire que la première fois que je me suis mise au crochet, j'ai dû faire, défaire et refaire, mais je ne sais combien de rangs, jusqu'à ce que mes doigts s'assouplissent et adoptent le bon geste avec la juste tension du fil. Alors il n'est pas question d'exiger de nos enfants plus que de nous-mêmes. Mais maintenant que on prend conscience que nos enfants ont envie de faire ces tâches ménagères avec nous, et qu'ils sont compétents pour le faire, ou en tout cas qu'ils peuvent l'être, on peut se perdre un petit peu dans la multitude des tâches ménagères et se demander quelles tâches ménagères on peut confier aux enfants à quel âge. Comment déterminer ces tâches que nous pouvons confier à nos enfants ? Le premier critère, à mon sens, c'est de suivre leur centre d'intérêt.
C'est évident que si on est en train de faire quelque chose et que notre enfant nous suit partout, eh bien, autant essayer de l'impliquer à sa mesure. C'est comme ça que notre fille a réclamé un jour de ratisser les feuilles du jardin. À l'époque, j'étais enceinte, et il se trouve que ratisser, c'était quelque chose qui m'était vraiment très pénible. Ça me créait des contractions dans le ventre. Et ben, c'est elle qui s'en est chargée pendant tout l'automne. Et elle était ravie. À côté de ça, je vous encourage à observer votre enfant. Laissez-le expérimenter par rapport à ses centres d'intérêt et essayez de trouver des moyens de l'aider à progresser. Et vous allez voir que justement, si vous vous lancez dans des activités de vie pratique Montessori qui ont pour but d'aider l'enfant à progresser, vous allez voir que c'est sans fin. Dans les formations que je propose, par exemple, il y a un certain nombre d'activités, quelques dizaines d'activités, c'est déjà extrêmement complet. Mais en réalité, les activités de vie pratique n'ont aucune limite. Parce que si on respecte certains principes de base de l'approche Montessori, eh bien on peut inventer ses propres activités de vie pratique. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais faire systématiquement à mes stagiaires en fin de formation pour qu'elles puissent mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Et puis ça permet d'avoir un bel échange d'idées dans notre communauté. Mais bon, comme je sais que tout ça, ça reste quand même compliqué, qu'on voudrait être rassuré en se disant que d'autres enfants de cet âge-là en sont capables. Eh bien, à partir de mon expérience, je vous ai préparé un tableau des tâches ménagères classées par tranche d'âge. Alors, je vais vous indiquer les différentes activités de ce tableau, mais vous pouvez le retrouver dans notre bibliothèque de ressources qui s'appelle le Terrier des Montessori 7. Et vous retrouverez ça, encore une fois, dans l'article associé à cet épisode. Il y a le lien vers ce tableau. Ou alors dans les notes de cet épisode si vous l'écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée. Vers les âges de 2 ou 3 ans, vous pouvez proposer à votre enfant de débarrasser ses couverts, d'aider à vider le lave-vaisselle, d'apporter lui-même ses couches et ses lingettes s'il en a, les jeter à la poubelle quand vous avez fini de le changer. Il peut aider à ranger des jouets, il peut aider à ranger des livres. Notez que je dis aider, hein. En général, il ne va pas ranger des jouets ou des livres tout seul. Il peut plier des mouchoirs ou des torchons. Il peut aller mettre son linge au sale. Et il peut épousseter avec un petit plumeau. Entre 3 et 5 ans, un enfant peut vider le lave-vaisselle. Il peut mettre la table. Il peut débarrasser la table. Il peut commencer à faire la vaisselle à la main. Il peut trier le linge sale, par exemple blanc, couleur et noir. Il peut étendre le linge. Il peut faire son lit. Prendre soin des animaux. Prendre soin des plantes, comme les arroser. Il peut trier les déchets, savoir si quelque chose est recyclable ou non. Il peut laver la table, s'habiller seul, se débarbouiller seul, se brosser les dents, se servir de l'eau tout seul ou préparer son petit déjeuner. Il peut éplucher et couper certains aliments avec des outils adaptés comme un couteau à lame ondulée. Pendant que vous-même vous préparez le repas, il peut aider à la préparation du repas. Il peut ranger son manteau et ses chaussures. Il peut aider à ranger les courses. Peut-être qu'il peut ranger sa chambre avec supervision ou aller chercher le courrier à la boîte aux lettres. Entre 6 et 8 ans, l'enfant peut couper des aliments plus durs, comme des carottes ou des pommes de terre. Il peut lancer le lave-vaisselle, lancer une machine de linge, plier le linge, ranger sa chambre tout seul cette fois-ci, participer aux courses en allant chercher certains produits, ratisser les feuilles mortes, comme ma fille tout à l'heure, je vous en parlais, désherber, arroser avec un plus gros arrosoir, participer par exemple au nettoyage de la voiture, faire la vaisselle à la main tout seul, préparer certaines recettes tout seul, ça en général ils sont très motivés, balayer, passer l'aspirateur, passer la serpillière, changer ses draps, peut-être se laver seul aussi, vider un bac de déchets dans la poubelle des recyclables, laver les vitres, etc., etc. Entre 9 et 11 ans, alors évidemment ils peuvent faire tout ce qui précède, hein, mais souvent, ils ont envie de faire des activités un petit peu plus de grands. Eh ben, ils peuvent se mettre à repasser, à dégivrer la voiture, parce qu'il faut être suffisamment grand, en taille. Ils peuvent sortir les sacs poubelles, recoudre un bouton, tondre la pelouse, tailler des buissons, assembler des meubles. Ça, les nôtres ont toujours beaucoup aimé. Cuisiner un repas complet, vous imaginez la fierté. Ou aller faire des petites courses pour la famille, comme d'aller à la boulangerie, par exemple. Et puis, les adolescents, eh bien, ils peuvent faire des courses seuls, réparer un pneu de vélo crevé,
nettoyer une voiture ou un vélo tout seul, peindre ou tapisser un mur. Ils peuvent faire des petits travaux de réparation ou de bricolage, couper des haies ou tronçonner des arbres morts. En général, là, c'est l'âge où ils sont, mais ravis, absolument ravis de faire de grandes choses. Et tout ça, ce ne sont que des exemples. Je réalise que je n'ai même pas... Si, j'ai mis tondre la pelouse quand même. Je me disais bien. Donc, ce ne sont que quelques exemples. Il y a tout un tas de choses que les enfants sont capables de faire. Alors, attention. Peut-être que vous vous êtes dit en entendant cette liste, peut-être que vous vous êtes dit deux choses. La première, peut-être que vous vous êtes dit « Oh non, moi, mon enfant, il n'est pas capable de faire ça à cet âge-là. » Ok, c'est possible. Ce tableau n'est pas prescriptif, ne le prenez pas absolument au pied de la lettre. Évidemment qu'il va falloir s'adapter à chacun de ses enfants. Certains sont plus petits et ont moins de force musculaire, tout bêtement. D'autres ont certains retards dans le développement psychomoteur, pour ça, tout un tas de raisons. Mais en tout cas, ce tableau, il repose quand même sur mon expérience avec nos 5 enfants et 20 neveux et nièces. Donc ce sont des choses dont je sais que la plupart des enfants de ces âges-là peuvent le faire. Donc ça peut vous donner une bonne indication quand même. Et la deuxième chose, c'est que vous serez peut-être surpris par certaines tâches. Donc je vais vous donner un exemple. Je vous assure qu'un enfant de 2 ans peut tout à fait participer au rangement de la vaisselle après le lave-vaisselle. Et là encore, c'est la preuve par l'image. Je vous ai mis dans l'article associé à ce podcast une photo de notre fille qui venait tout juste d'avoir 2 ans. Elle n'avait 2 ans que depuis quelques jours. Et qui était en train de vider le lave-vaisselle. Alors évidemment, en prenant simplement les assiettes une par une. Elle ne faisait pas de piles ou de choses comme ça. Et elle pouvait les ranger parce qu'on rangeait la vaisselle à sa portée dans des étagères aménagées à sa hauteur. Mais bon, pour ça, il est tout à fait possible d'aménager sa cuisine correctement. J'ai toute une mini-formation d'ailleurs qui s'appelle « Aménager sa maison Montessori » dans laquelle vous retrouvez ces principes d'organisation de la maison pour faciliter les choses à vos enfants. Dernière chose, ça n'est pas parce que j'indique par exemple une vingtaine de tâches ménagères pour une tranche d'âge donnée qu'il faudrait confier à votre enfant cette vingtaine de responsabilités. Attention, l'objectif n'est évidemment pas d'exploiter nos enfants, bien au contraire, parce que tout simplement ça les dégoûterait des tâches du quotidien. L'idée est de répondre à leurs besoins et de les responsabiliser en leur confiant une tâche pour démarrer, et puis en rajoutant peut-être quelques-unes petit à petit, en fonction de tout ce dont je vous ai parlé déjà dans ce podcast, l'intérêt de votre enfant, ses compétences, ses capacités motrices, et puis donc ce tableau qui vous donne quand même de bonnes indications d'âge. Et puis faites confiance à vos enfants. Dernier petit point important, c'est que les mots ont souvent plus d'importance qu'on ne le soupçonne. C'est pour ça qu'à la maison, on a complètement banni le terme de corvée. Et on parle de service ou de responsabilité à la place. À partir de maintenant, tu es responsable de l'arrosage des plantes d'intérieur. Ou alors, on va dire des choses comme dans notre famille, chacun rend service et participe à l'organisation de la maison. Papa a préparé le repas, moi je vais faire la vaisselle et le rangement de la cuisine. Ta façon de rendre service, c'est de vider le lave-vaisselle et de mettre la table. Voilà. Et puis, je dis une dernière remarque, c'était l'avant-dernière remarque, parce que dernière remarque, c'est attention aux préjugés qui voudraient qu'on va montrer ces tâches ménagères qu'aux filles, quel que soit leur âge. Il faut bien savoir que les petits garçons sont tout aussi volontaires et motivés pour aider à la maison. Ça, je vous le garantis. Mais c'est vrai qu'à force de demander toujours à leurs sœurs de rendre service, eh bien, les garçons vont s'imprégner de l'idée que ce ne sont pas des tâches de garçons. Et dans le même ordre d'idée, je déteste que l'expression de certaines femmes qui disent que leur mari les aide à la maison. Et mon mari ne m'aide pas quand il lance une lessive. Et je ne l'aide pas quand je fais faire le contrôle technique de la voiture. Chacun de nous fait son maximum pour l'ensemble de la famille. Nous sommes coparents. Nous sommes tous membres de la famille. Alors évidemment, pendant certaines périodes, par exemple une grossesse ou le passage d'un concours,
l'un des adultes, l'un des membres de la famille va s'investir plus que l'autre, mais ce ne sont que des périodes transitoires. Et tout ça, c'est dès l'enfance que ça s'apprend. C'est dès l'enfance qu'on peut faire en sorte que rendre service, ça devienne aussi naturel que de se brosser les dents. En fait, c'est un simple état d'esprit. Et on le voit, je trouve, chez les adultes. Certains adultes, spontanément, après un dîner chez des amis proches, vont se lever, débarrasser et commencer un brin de vaisselle. D'autres adultes, au contraire, vont se mettre les pieds sous la table. Eh bien, ce sens du service, encore une fois, c'est pendant l'enfance qu'on peut aider à le développer pour aider nos enfants à grandir et à devenir des adultes altruistes, généreux, attentifs aux autres. Alors n'hésitez pas à partager, peut-être en commentaire de l'article associé à ce podcast, les tâches ménagères dont vos enfants à vous sont responsables et à quel âge. Je trouverais ça passionnant d'échanger nos expériences et puis ça donnera des idées. Ça nous donnera à tous de nouvelles idées. Et j'espère vous avoir convaincu de faire confiance à vos enfants pour peut-être une nouvelle tâche ménagère à laquelle vous n'aviez peut-être pas encore pensé à leur âge. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.